Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, la force d'une BD, d'une bonne BD bien sûr, c'est de vous emporter avec pas grand-chose finalement, avec du papier bien sûr, une plume, des feutres et quelques crayons, si possible bien taillés. Vous l'ouvrez et le silence se fait autour de vous. Évidemment, vous êtes déjà ailleurs, dans un autre lieu et même souvent dans un autre temps. Avec une BD, tout est possible. On passe du noir et blanc au gris, à la couleur de la réalité au conte, comme cette histoire qui est née en 1940 dans le métro de Londres entre deux réfugiés d'une guerre qui tentent de les broyer. Olivier Granson est l'invité de LCR ce soir. En septembre 1940, la Luftwaffe commence à bombarder sans relâche la capitale britannique et sa population civile. En majorité, les gens étaient très fatalistes. Qu'est-ce qu'on y peut? Si une bombe doit me tomber dessus, tant pis. À la fin du Blitz, près de 40 000 hommes, femmes et enfants sont morts. Pas seulement à Londres, mais dans tout le pays. On côtoyait la mort tous les jours. Quand vous avez 16-17 ans et qu'on vous demande de donner un coup de main sur les quais de Londres, qui étaient ravagés, Voilà quelques images d'archives évidemment de la National Geographic de ce fameux mois de septembre 1940 à Londres. Le Blitz, comme on l'appelait à l'époque, a ravagé évidemment la capitale anglaise. Les bombes de la Luftwaffe qui ont tué des milliers de personnes, dont Eva, en tout cas c'est ce que vous imaginez. Bonsoir Olivier Granson. Bonsoir. La femme d'Isaac. Et puis il y a toujours un miracle, on va en parler. Tout d'abord, pour vos dessins, puisque vous êtes d'abord auteur et dessinateur de bande dessinée, vous êtes inspiré de ces images d'archives, j'imagine? Oui, elles ont dû me nourrir. Au départ, il y avait le conte qui était écrit, qui était le point de départ de cette histoire. Ça commençait par le conte, c'est oui, ça? Ouais. sans savoir où j'allais l'ancrer. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit le conte, je voulais un conte inventé du début jusqu'à la fin. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait l'ancrer dans le réel. Et pourquoi? Très rapidement. Pourquoi? Pour le point de vue, pour rentrer dans l'histoire, pour amener le lecteur, pour le prendre par la main et l'amener dans l'histoire. Et très vite, j'ai eu l'idée du Blitz. Au départ, sans savoir pourquoi. Oui, je me demandais pourquoi vous avez pensé au Blitz, parce qu'on finalement, curieusement, on n'en parle plus beaucoup de Exactement. cette et c'est vrai période du début de la guerre. Exactement. Et quand j'ai fait des recherches, en effet, je me suis rendu compte que de ce côté-ci de la Manche, on en parle dans des émissions justement sur la Deuxième Guerre mondiale, 4-5 minutes, très peu. Et dans la culture populaire, il y a eu Open Glory, peut-être le film que vous l'avez peut-être vu. Exactement, qui est très différent de ce que j'ai fait, parce qu'il y a un côté plus décalé par rapport à Londres, et plus dans la campagne. Mais il y a aussi un enfant, c'est pour ça que je... C'est un regard des enfants dans Open Glory. Mais à part ça, oui, effectivement. Donc je me disais, mais pourquoi Olivier Granson est allé chercher ça? Alors, au départ, je me demandais moi-même pourquoi. Et je me suis rappelé de rêves que je faisais dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, des rêves de bombardement récurrents. Et je me suis dit, moi j'étais vraiment dans les bombardements. Que je voyais les bombes tomber. Vous n'avez pas connu. Ouais. Donc je me suis dit, il y a peut-être un lien quelque part qui vient d'où, je ne sais pas. Et donc j'avais quelque chose à raconter. Et puis, mais surtout, il y a une période de guerre très particulière où les personnages, finalement, sont confrontés à réagir différemment du quotidien. Ouais. Et donc ça m'amène une psychologie des personnages qui est différente de ce qu'on peut imaginer dans le train-train. Je comprends. Ouais. Et qui se développe dans un huis clos, parce que finalement on se trouve beaucoup dans le métro de Londres, parce que c'est là où la population allait se réfugier. Oui, et puis j'avais cette information des enfants évacués de Londres, et puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant, justement, ces enfants qui sont évacués de Londres, et qui, au moment du Blitz, pour 60% des enfants de Londres, reviennent parce qu'ils ont été évacués trop tôt, et parce qu'ils ont été séparés de leurs parents trop longtemps, et donc pour des raisons X, parfois quand ils ont été malades,
malades, ils reviennent voir les parents, et puis par le manque du contact. Et donc je me suis dit, c'est vraiment intéressant d'avoir un enfant qui revient dans l'ombre, qui se perd et qui est pris en charge par une personne qui, malgré lui, va devoir s'en occuper et il va lui raconter une histoire. Alors je voudrais qu'on voit la couverture de cette bande dessinée parce que c'est l'histoire d'Isaac, ce monsieur qui est déjà âgé, qui a perdu sa femme, je l'ai dit, dans le bombardement, au début des bombardements, et qui rencontre un peu par hasard cette petite fille perdue. C'est cette histoire-là, en fait, que vous imaginez, cette rencontre de générations, même. Oui, alors sans doute que moi-même, quand je crée mes personnages, évidemment, je mets de moi, autant dans la petite fille que dans le personnage d'Isaac. C'est des pièces de puzzle que j'ajuste. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans Isaac? Tiens, je suis curieux. Déjà, je m'en rends pas compte au moment où je l'écris. C'est par après que j'analyse d'une certaine manière la cohérence de sa psychologie. Déjà, c'est un personnage qui n'a pas d'enfant. Tout comme moi, et qui s'occupe de Mary un peu malgré lui et qui essaye de lui raconter une histoire. C'est ce que j'ai fait presque toute ma vie, c'est de raconter des histoires. Avec des enfants, tiens. Et notamment avec des enfants. Oui, on ne va pas faire de la psychanalyse de comptoir, évidemment. Mais c'est vrai que vos bandes dessinées précédentes, il y avait souvent des enfants, puis on sait que la bande dessinée, ça s'adresse aussi aux enfants. Exactement, et c'est quelque chose que je me rends compte maintenant, que c'est quelque chose de récurrent. C'est pas au moment où on l'écrit qu'on peut se dire voilà, je vais dire ça parce que voilà, c'est l'objectif de toute une œuvre. Bien sûr. Ça vient un peu au fur et à mesure. Parce que c'est un conte, c'est sous forme de conte, évidemment, vous l'avez dit, ça partait de cette idée de rencontre, de résilience aussi, c'est un conte sur la résilience, sur la survie. Je cite pas le mot cher à Boril Cyrulnik, mais c'est vrai que c'est ça qui se développe, c'est comment on peut résister à ces bombardements, à cette Par l'imaginaire, Olivier Granson. Alors l'imaginaire, c'était l'envie de partir sur quelque chose que j'avais jamais pu écrire et d'inventer un monde qui n'existe pas. Et c'est la phrase de Paul Valéry, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas. Et c'est vraiment l'imaginaire qui peut nous sauver dans des moments où on est en désarroi, où on est perdu, en l'occurrence dans des bombardements, et comment justement le fait de s'évader avec une poésie, avec un monde imaginaire, comment on peut justement résister. Et ramener des couleurs dans ce monde gris de la guerre. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est gris, mais les images d'archives aussi, forcément, elles sont en noir et blanc, sauf celles qui sont colorisées. Il y a quelque chose. Mais j'étais tout de suite capté par le travail d'Henry Moore, qui avait dessiné lui-même dans les abris, dans les métros au moment du Blitz, et qui a une écriture très très particulière. Et j'ai essayé de retrouver un peu cet expressionnisme-là. D'accord. Allez, on va regarder comment vous travaillez aussi, dans quel endroit. Parce que j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui circulait, faite par le Lombard, j'imagine, votre éditeur. Tout à fait. C'est toujours intéressant de voir. Les gens aiment bien voir l'atelier, le moment où on est. Voilà. Ils auront l'occasion de revoir. Allez-y. Là, je vous invite dans mon atelier, c'est ici que je travaille. Un atelier qui est assez grand parce que j'aime bien travailler sur plusieurs plateaux différents. J'aime bien m'étaler sur différents plans et puis avoir ma table de travail où je travaille les couleurs. J'en profite pour vous montrer les recherches de départ. Ça c'était la première couverture d'ailleurs et les premiers croquis vraiment de l'histoire. C'est comme ça que je commence, en écrivant l'histoire, mais je l'écris en dessinant. 1 à 4 pliés en 2, et j'ai tout le début de l'histoire. On peut retrouver déjà la rencontre entre Isaac et Mary. Là, j'ai pas encore de documentation, mais déjà tout est pratiquement en place. On a à côté le contraste, la couverture finale, avec le plat avant et le 4e de couverture en un seul dessin qui résume un peu le cheminement de l'histoire et le contraste entre l'historique et l'onirique. L'historique et l'onirique, le réalisme et l'onirique. On le voit bien justement dans ça. Et c'est marrant parce qu'effectivement, on comprend que le conte était avant le contexte. Oui, et puis je savais dès le départ que je voulais travailler sur des récits croisés, des récits qui, a priori, visuellement s'opposent. Et j'avais déjà cette idée
de travailler graphiquement de façon différente le conte et évidemment le réel. Ça fonctionne très très bien. En tout cas, vous êtes touche à tout, si je puis me permettre cette expression, sur les réseaux sociaux. Vous avez posté il n'y a pas longtemps un hommage, ou une amie à vous, je ne sais pas, un hommage à Magritte que vous aviez réalisé en 1983. On va tout de suite lancer les images. Et dire d'emblée que ça date de 83. Donc ça a été fait vraiment avec les moyens du bord, quoi. Un crayon, expliquez-nous. C'est ça qui est génial de voir aujourd'hui, surtout maintenant qu'on parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, qu'à l'époque, c'était le Super 8. Quand on faisait un film, qu'on le tournait en Super 8, il fallait attendre 15 jours, 3 semaines avant de voir le résultat. Et puis le montage, on le faisait avec du papier collant. C'était vraiment... Bon, j'étais pas dans un cours d'animation pro comme celui de la Cambre, et donc c'était vraiment avec des bouts de ficelle, et c'est ça qui était génial. Et puis c'était de faire du dessin un peu en rotoscopie, avec un montage que j'ai fait avec les moyens du bord. Ouais, c'est une bonne école? Oui, moi j'étais à l'ERG en fait, et c'était, quand je me suis inscrit à l'ERG, je ne savais pas que j'allais faire du Super 8, du film d'animation. Je veux dire, c'est une bonne école de faire ça, ce genre. Oui, d'accord. L'ERG est une très bonne école. Ouais, voilà, mais ça fait un petit clin d'œil. Oui, bien sûr. Mais oui, après, voilà, j'ai toujours voulu faire de la BD, donc j'ai continué dans cette voie-là, bien sûr. Ah bah tant mieux, ça nous fait des belles bandes dessinées, comme l'a fait Assassine, ça c'était le précédent. Avec Sylvie Roche, tout à fait. Et ici, le partage des mondes, on comprend bien, les deux mondes, évidemment. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais je tiens quand même à le signaler. Votre coup de cœur, Erik Larson. Oui, c'est un bouquin que j'ai lu. J'avais déjà entamé tout le développement et le storyboard. Erik Larson, La splendeur de l'infamie, c'est un bouquin qui est assez génial, historique. Donc il a repris notamment des documents qui étaient assez inédits, notamment des documents de John Colvin, le secrétaire de Churchill, mais il y insuffle comme ça toute une intimité, et on suit Churchill jour par jour depuis mai 1940 jusqu'à mai 1941. Ça m'a vraiment aidé à peaufiner certains points de l'histoire que je ne connaissais pas. Ouais. Parce qu'il est là, Churchill. Il est dedans et aussi. Et Churchill ne pouvait pas... Non, pas énormément. Non, mais enfin, il est là. Il est présent, inévitablement. Ouais. Expo bientôt, Champaka. Si on peut vous voir vos planches, hein, c'est à la Galerie Champaka. Oui, ça démarre aujourd'hui, du 23 mai jusqu'au 15 juin, à la Galerie Champaka, tout près du Sablon, dans Bruxelles. Voilà, rue Ernest Allard, exactement. Je rappelle la bande dessinée, c'est au Lombard, le partage des mondes, c'est déjà dans le commerce, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Dans les bonnes librairies, comme on dit. Merci Olivier Granson. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.